Secourir des personnes en mer est une opération souvent complexe pour les médecins et les sauveteurs. Je suis prête à partir en intervention, une mission qui demande de l'entraînement et une préparation bien particulière. Un témoin sur la plage qui a appelé pour dire qu'il y avait 2 plongeurs loisirs avec a priori une personne inconsciente. Donc dès qu'on est arrivé sur site, moi je me mets à l'eau. D'accord. Et on essaye de la récupérer, de la monter sur le... Sur le zone. Ouais. Cross-Corsen, nous arrivons sur site. Tu veux que je fasse de la place quelque part sur le bateau ou pas là? Parfait. Et conscient. On va lui dégrafer là. Hop. Cross-Corsen. Oui, c'est Cross-Corsen. Donc une victime en arrêt cardio-circulatoire. Très bien, c'est noté. Continuez le massage. On va faire une jonction sur la plage, ils vont rapporter un hélico. Ok, donc je reprends le moteur, on va sur la plage, donc on remet le moteur en marche. Donc, tu continues Ah, tout je de suite. continue, je m'arrête pas. On continue sans arrêt, sans aucun arrêt. En essayant de garder le rythme. Oh la vache. Et c'est vraiment la sensation que c'est des conditions vraiment réelles, Erwan. Ah, l'idée, c'est ce qu'on appelle réellement de la simulation haute fidélité. Ouais. Et dans ce centre, notre objectif, c'est de faire en sorte de mieux former les professionnels. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'avaient comme moyen d'entraînement que des bouts de plastique, apprendre à masser sur un mannequin en plastique dans une salle de cours. Et donc, on s'est dit que justement, il fallait qu'on rajoute une brique supplémentaire, un intermédiaire entre l'exercice, qui restera toujours indispensable, et la vraie vie, l'entraînement en vraie vie. C'est l'apprentissage par l'action pure et dure, en fait. C'est l'apprentissage par l'action, mais c'est pas uniquement l'action. Tout ça, ça n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est de créer effectivement un certain niveau de stress, et en replaçant le professionnel dans ce niveau de stress, il va complètement oublier qu'il est dans un centre de formation, et donc il va être justement, oui, effectivement, capable de générer les mêmes erreurs que celles qu'il serait amené à faire dans la vraie vie. Il n'y aurait rien de pire dans cette situation-là que de s'occuper uniquement de la victime sans appeler au secours. Absolument. Si on n'appelle pas le SMUR, on n'a aucune chance de sortir la victime. Donc vraiment travailler sur cette communication et cette gestion d'équipe. Est-ce qu'on peut aller analyser cet exercice qu'on vient de faire? Ah bah, on va faire 45 minutes de débriefing. là. C'est parti. On pourrait discuter simplement de notre position aux uns et aux autres sur le bateau. Est-ce qu'on était vraiment en bonne position? Donc moi, j'étais censé contrôler la scène, donc te donner des directions, puisque je ne pouvais rien faire d'autre. Absolument. On pourrait penser que j'étais le feignant un peu qui massait pas, mais non, j'étais obligé de te laisser faire pour la simple et bonne raison que je communiquais avec le Cross-Corsen, que je vérifiais que le bateau partait pas dans n'importe quel sens. Déjà, là, on pourrait juste se dire que j'étais pas dans une position optimale, parce que pour bien te contrôler, pour bien te diriger, j'aurais peut-être dû être un peu plus en retrait pour avoir un peu plus un grand angle sur tout ce qui se passait. Alors là, en termes de position, t'es quand même plutôt pas mal. Les mains étaient bien positionnées sur le thorax de la victime. Là, malheureusement... J'étais écrasé sur la victime. Ça, c'est lié à la position dans le bateau. On voit qu'en plus, le bateau bouge, mais très clairement, tu aurais peut-être pu être un petit peu plus au-dessus de la victime pour justement appuyer tout ton corps. Ouais. L'idée, c'est que ce soit pas... avec tes muscles, ce soit pas avec tes muscles de bras que tu masses, mais vraiment le poids de ton corps qui va faire en sorte que tu puisses masser un petit peu plus longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire que le Césime Santé de Brest est à la pointe au fait d'une nouvelle technologie? Est-ce qu'on est en train de développer une nouvelle manière d'apprendre? C'est clair que par exemple ce simulateur-là,
Il est totalement unique en Europe. Il y a bien entendu des simulateurs professionnels beaucoup plus techniquement aboutis. Par contre, il n'y a aucun simulateur comme ça dédié au monde de la santé. Il n'y a aucun simulateur de ce niveau-là dédié aux murs maritimes, par exemple. Absolument. Et les gens qui viennent ici en formation, ils savent que c'est des simulateurs. Ils savent qu'ils vont vivre une expérience et que c'est pas la réalité. Est-ce que même en sachant ça, l'exercice est pris au sérieux? Alors justement, c'est pour ça qu'on essaye de faire des simulations le plus immersives possible. C'est pour ça que le fait que ça bouge un peu, le fait qu'il y ait du bruit, le fait qu'il y ait du vent, le fait que le mannequin ressemble le plus possible à un vrai corps, c'est extrêmement important parce qu'en trompant plusieurs sens à la fois, on va réussir à faire rentrer l'intervenant dans ce tunnel d'action-là. Il va s'y croire pendant quelques minutes. Oui, puis on s'y prête au jeu. Enfin, moi, j'ai oublié que c'était un simulateur, franchement. Je me disais, exécution, bim, massage cardiaque. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui imagineraient qu'on aille complètement dans la réalité virtuelle, la réalité 3D. Moi, je suis plus convaincu qu'on a tout intérêt à aller au contraire vers favoriser l'immersion, mais avec des technologies un peu low cost, voilà, un peu plus humaines. Ouais. Et là, par exemple, ce mannequin, il n'y a aucune technologie à l'intérieur. C'est juste une poupée. C'est juste une poupée, mais une poupée qui ressemble vraiment à un vrai patient. Être au plus proche de la réalité lors de ces formations, c'est aussi une nécessité pour la SNSM. Elle organise pour les sauveteurs des stages pour apprendre à gérer les proches d'une victime durant une intervention. Oui, c'est ma fille. Excusez-moi, elle respire ou elle respire pas? Comment ça, elle respire pas? Pauline? Comment ça, elle respire pas? Oh, vous m'entendez? Elle respire ou elle respire pas? Samuel vient d'arriver, je comprends pas. Je suis le médecin, là, qu'est-ce qui se passe? Je prends la place, s'il vous plaît, 2 secondes. Non. Vous êtes médecin? Oui, je suis médecin. Non, c'est fini. C'est fini. Oui, je suis sûr, je suis médecin. C'est pas la peine, elle est décédée. Quoi? Le secourisme, c'est des gestes techniques, donc généralement, même si chaque cas est différent, c'est des automatismes qui viennent. Alors que par exemple, la gestion humaine et le relationnel avec les gens, c'est différent dans chaque cas. Chaque personne va réagir différemment et on ne sait jamais comment la personne va réagir à ce que nous, on va dire. En fait, on se rend compte qu'il y a toute la dimension humaine qui non seulement prend une part importante, mais nous monopolise complètement. On a déjà une approche qui nous dit, voilà, c'est plus comme ça qu'il faut approcher les personnes, il y a des mots à éviter, des tournures de phrases à plus prendre pour ne pas rentrer dans le conflit. Et c'est vrai que ça aide beaucoup et ça rassure. C'est une formation qui est un peu originale puisqu'elle ne se déroule pas avec des cours théoriques et derrière une mise en application de protocoles. Mais on va immédiatement immerger les stagiaires dans des situations qui sont très proches de celles qui sont susceptibles de vivre dans le cadre de leurs activités. Et on va voir la manière dont ils interviennent, la manière dont ils réagissent à un stress que l'on va créer. Et ensuite, on va débriefer avec des professionnels, des médecins, des psychologues, de manière à voir comment adapter, éventuellement, comment améliorer la prise en charge psychologique et de quelle manière être plus performant dans ce type de situation. Tout simplement d'abord, chacun de vous va dire ce qu'il a ressenti, comment il a senti les choses. Toutes les petites idées préconçues qu'on peut avoir en arrivant sur un massage cardiaque, je sais que je vais travailler de cette manière. Et bien finalement, c'est complètement retrouvé accaparé par la gestion des parents. Et tout le reste, en fait, est passé un peu au plan secondaire, mais il a pour autant fallu les gérer. Alors, vous aurez, j'espère pas, mais c'est pas exclu, à gérer l'annonce et à prendre dans la tête le désespoir d'une famille. On est face à une victime, un enfant en plus, donc on connaît la charge émotionnelle que ça peut dégager vis-à-vis des parents. Est-ce que, de prime abord, on essaie d'écarter les parents? Et après, est-ce qu'on les laisse se rapprocher pour qu'il y ait ce contact? C'est assez compliqué, je trouve ça... Avez-vous des enfants? Bien sûr, oui. Si votre enfant est en détresse, qu'est-ce que vous voulez? Le toucher, évidemment. Je vous remercie d'avoir répondu à votre question. Maintenant, vous êtes secouriste.
Vous avez besoin de faire un massage et une ventilation. Quels sont vos besoins? Avoir de l'espace. Voilà. Donc vous avez ces deux contraintes. Les contraintes techniques de massage-ventilation. Après, à vous de trouver le juste milieu. Si à chaque fois vous êtes atteinte personnellement, c'est intéressant à ce moment-là de vous questionner et de vous demander pourquoi ça me touche à ce point. Si on ne débriefe pas, il peut y avoir des choses qui les ont mis à mal, qui ont pu les atteindre. Ils ont pu s'identifier à la victime lors des scénettes, sans arriver et à rester dans l'état émotionnel, en fait, sans arriver à raisonner, à mettre du sens. Et donc, du coup, quand ils vont se retrouver plongés dans une scène à peu près semblable dans la vie réelle, ça va leur faire écho et toute cette émotion qu'ils n'ont pas réussi à mettre du sens dessus va revenir et donc ils ne vont plus rester professionnels à ce moment-là. Le fait d'avoir senti quelque chose, quand vous êtes dans la même situation, votre cerveau va avoir la réponse, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la réponse, on les met en position de la construire et de savoir s'en rappeler et de la répéter. Gérer son mental est une notion essentielle que les sauveteurs apprennent donc à maîtriser. C'est aussi le cas pour les marins de course au large. Le docteur Jean-Yves Chauve le sait bien, médecin sur la course du Figaro pendant 27 ans, il a également suivi les exploits de Gérard d'Aboville lors de sa traversée du Pacifique en 91. Aujourd'hui encore, il accompagne les navigateurs du Vendée Globe, l'une des courses les plus longues et les plus éprouvantes. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors t'en as combien comme ça Jean-Yves chez toi? Je crois que j'en ai une quinzaine et j'ai pas de bateau de course, c'est ça qui est incroyable, il faut absolument que j'en trouve un. Tu m'étonnes parce que médecin, plus grand médecin de course au large. Bah oui. Je sais pas combien de courses à ton actif, 8 Vendée Globe, 6 routes du Rhum. Voilà, j'ai pas compté, mais effectivement, depuis pratiquement 30 ans, j'en ai fait pas mal. Et donc le premier Vendée Globe, Jean-Yves, ça se passait comment? Les skippers, ils avaient absolument pas la même notion du médical à l'époque qu'aujourd'hui. Le premier Vendée Globe, c'était de l'aventure totale. C'est-à-dire que, comme pour moi comme pour eux, parce que partir autour du monde en solitaire, faire le tour du monde sans escale pendant une centaine de jours, voire plus, 120, 130 jours, c'était surréaliste. C'était surréaliste. Il n'y avait pas de financement déjà pour les bateaux, alors pour le médical, on n'en parle même pas. Donc les trousses à pharmacie n'existaient pas à l'époque. Les trousses à pharmacie n'existaient pas, donc j'étais médecin, donc à l'époque, il y avait les visiteurs médicaux qui donnaient des échantillons. Donc pendant pratiquement un an, j'ai récupéré les échantillons médicaux et puis j'ai trouvé un partenaire qui m'a fourni des mallettes. Et donc j'ai installé avec mon épouse, on a mis pendant des soirées entières les comprimés dans les mallettes. Et puis je suis arrivé au Sable d'Olonne et j'ai donné les mallettes au skipper. Avant, tu avais ton téléphone, tu les appelais, tu ne voyais pas, hier tu les soignais sans les voir. Maintenant, vous pouvez vous voir mutuellement. Alors oui, même au départ, c'était pire, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de téléphone sur les bateaux. Si on se rappelle par exemple de l'accident de Bertrand de Broc quand il s'est recousu la langue, moi j'ai reçu un telex, c'est-à-dire une sorte de fax en fait, qui s'est déroulé, le ruban de papier s'est déroulé, j'ai vu, je me suis coupé la langue, qu'est-ce que je dois faire? Et ça c'était sur un papier. Et ça mettait un quart d'heure à 20 minutes entre le moment où on envoyait le message et au moment où le skipper le recevait. Donc ça, par rapport à maintenant, c'était totalement le Moyen-Âge. Est-ce que tu as un modèle de trousse typique, par exemple, que les skippers ont en... Alors j'en ai un ici, voilà. Alors ça c'est une trousse type classique, trousse classique, quasiment tour du monde. Il y a quand même plus une centaine, 120 produits, je crois, à l'intérieur. Alors il y a des antibiotiques, il y a des choses pour faire des points de suture. Il faut savoir surtout que c'est de la traumatologie en bateau. La mer, c'est un milieu stérile. Il n'y a pas de microbes en mer. Quand tu parles de milieu stérile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper de maladies en mer, c'est ça? Alors je veux dire qu'en mer, les bactéries, elles n'ont rien à se mettre sous la dent, si elles ont des dents. Parce qu'il n'y a pas d'êtres vivants finalement, ou extrêmement disséminés, donc les épidémies ne peuvent pas se déclencher et les microbes ne peuvent pas se développer. Donc en fait, le problème du skipper, c'est uniquement dû à un choc ou à une avarie? Oui, ou alors, il peut se contaminer au départ. Et même, il y a des skippers, par exemple, qui refusent d'embrasser une semaine avant de partir. Ou qui, finalement, mettent des produits pour stériliser l'intérieur de leur bateau pour être sûr de partir, justement, à l'abri d'une pollution microbienne apparue au milieu de la foule du port des Sables d'Olonne.
Les pêcheurs et les marins de marine marchande peuvent eux aussi être confrontés à des accidents en mer. C'est alors les moyens médicaux et l'hélicoptère de la base aéronavale de Langeoog-Pulmik qui sont déclenchés. Docteur, vous partez pour un SAR, avec perte de connaissance sur un petit pêcheur. Le SAR, Initial de Search and Rescue, c'est le service médical d'urgence maritime. Je pars en intervention en mer. Je suis désolé. Il est assuré en alternance par le SAMU et le service de santé des armées. Tout le monde m'a appelé, le chronomètre est déclenché. Il faut que dans moins d'une heure on soit décollé. Mais bon, de manière pratique, dans le 2 jours, on est en 20 minutes, on décolle généralement. Là, on met 3 couches pour la combinaison étanche. D'astreinte ce jour-là, Vincent, médecin sur la base de Langeoog-Pulmik, doit être prêt à tout moment à lâcher ses consultations pour partir en intervention. « 24 heures sur 24, 365 jours par an, l'hélicoptère Caïman Marine se tient prêt à décoller pour ses interventions médicales d'urgence. Rescue Charlie Alpha, piste 23, autorisé décollage, le vent 150 degrés. Mécaniciens, pilotes, copilotes, plongeurs, treuillistes, contrôleurs aériens, au-delà de l'équipe médicale, c'est toute l'organisation de la base aéronavale qui tourne autour de ce service de secours. On a une première information qui a été faite au niveau de la régulation médicale, mais on ne sait jamais sur quoi on va réellement intervenir. Il faut être prêt à ne pas partir avec une idée toute en tête, on va faire comme ça, parce qu'en fait ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas forcément ce qui nous a été annoncé. Tout est correct dans la machine. A priori, donc, le patient sera âgé d'une trentaine d'années. Il aurait pris un grappin dans la figure compte tenu de la mauvaise mer. Il était inconscient, il a eu des vomissements également, donc probabilité de trauma crânien. Voilà les derniers éléments qu'on a reçus du CROSS. Ok, donc a priori on s'oriente plus vers une civière parce qu'on va faire une immobilisation du trait. Ben Sardine 2, c'est Cyclone Whisky sur le... Sur zone, le premier à descendre, c'est le plongeur. Formé au premier secours, il évalue la situation. Dans les conditions météo les plus extrêmes, c'est lui qui évacuera le patient au plus vite. À l'extérieur, je suis pas informé, c'est toi pour la suite. Allez, on y va pour 12 mètres. Dans sa tête, tout tourne très vite, on essaie de réfléchir, vérifier qu'on soit bien en sécurité, vérifier qu'on ait tout le matériel nécessaire. On réfléchit à toutes les maladies potentiellement qu'on peut rencontrer et sur les prises en charge rapidement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Voilà, c'est un moment un petit peu stressant. On peut dire à peine sardines qui peuvent se replacer au point de départ. On va remonter. Vous sentez ici? Oui. Suivez mon doigt. Vous arrivez à tirer la langue? Serrez-moi les mains. Ce qu'on voit le plus, ça reste les marins pêcheurs qui se blessent. Ça va comment au niveau de la douleur, monsieur? C'est quand même un métier qui est source de beaucoup d'accidents. Le deuxième cadre qu'on voit, c'est des problèmes médicaux sur des ferries des personnes plus âgées. Comme on travaille dans un milieu qui est isolé, confiné, des fois parfois hostile si il y a ces tempêtes, le but c'est d'extraire le plus rapidement possible le patient et puis après on fait la suite dans l'hélicoptère où on a plus de place, où c'est plus confortable et le temps de l'amener à l'hôpital et après le reste de la prise en charge sera fait à l'hôpital. La complexité n'est pas forcément la même entre l'équipe médecin-infirmier et les contraintes liées au pilotage. C'est un travail d'équipe où chacun a vraiment son rôle et c'est un travail d'équipage avec une énorme cohésion et on prend soin chacun les uns des autres. Le vent 3, 10, 14, parfait. J'ai recherché vraiment un métier qui avait du sens. Donc dans la médecine, je retrouvais vraiment ce métier qui avait du sens. Et encore plus dans l'armée pour servir un petit peu la patrie, la nation.
On s'engage à 18 ans, on ne sait pas vraiment ce qui va nous attendre. En 10 ans, finalement, nos objectifs varient, mais personnellement, j'ai trouvé mon compte. J'ai pu partir en mission extérieure en Jordanie pendant 4 mois. Là, j'ai un métier qui est passionnant avec l'activité de SMUR maritime. Il y a d'autres opportunités dans la carrière qui peuvent se présenter à moi avec mes 2 spécialités de médecine d'urgence, médecine généraliste et en plus médecine spécialiste de l'aéronautique. Finalement, oui, j'ai trouvé mon compte. La médecine pour vocation. C'est aussi le cas pour Jean-Yves Chauve, qui continue après plus de 30 ans de pratique à toujours chercher à s'améliorer. Pour cela, il embarque régulièrement avec des marins, histoire de se confronter à leurs problématiques directement en navigation. Salut les gars. Salut Marine. Salut Jean-Yves. Allez, bon, on va aller faire un petit tour. Ouais. Avec plaisir. Bienvenue. Ouais. Merci, tiens, ça c'est le tien. Ouais, merci. Et puis alors, l'objet indispensable, la pharmacie. La pharmacie. Voilà. En espérant qu'on n'aura pas à l'ouvrir. Ah bah non, j'espère pas. Jean-Yves, c'est quoi l'importance justement de connaître vraiment les marins d'une course? Je crois que déjà, il y a des personnalités, il y a des gens qui ont de l'expérience, d'autres qui en ont moins. Je pense que tout ça, ça va entrer en jeu dans leur capacité de se soigner. Et puis aussi, il y a cette notion de stress, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont complètement perdre les pédales quand ils vont avoir un problème, et d'autres qui vont être capables de réagir de façon beaucoup plus logique et beaucoup plus efficace. Quand on est en solitaire, évidemment, la difficulté, c'est qu'il faut gérer tout seul. Et quand on sait que le premier médecin est à 2 ou 3 000 km, c'est sûr qu'il y a un côté hyper angoissant. Donc à moi d'en tenir compte et à moi de les rassurer. Et est-ce que Julien, Jean-Yves vous forme avec des petits médecins à bord? C'est-à-dire, est-ce que vous savez vous recoudre, agrafer? Est-ce que c'est une formation qui est obligatoire avant de partir? Alors, il y a une formation un peu généraliste de secourisme, premier niveau. Et aujourd'hui, ils ont développé une formation un peu plus dirigée vers la mer, avec effectivement où on aborde le fait de se recoudre, ou avec les agrafes, ou avec la colle. Et puis derrière, c'est vrai que Jean-Yves incite fortement les skippers à l'appeler tout de suite, plutôt que d'essayer de faire les choses soi-même. Il préfère qu'on l'appelle, parce que on n'est pas médecin, donc il y a des fois où lui, tel ou tel symptôme va l'inquiéter, et il va nous poser des questions supplémentaires pour savoir s'il y a autre chose derrière ça, ou alors c'est en fait c'est rien, t'inquiète pas, ce qui est 99 fois sur 100 le cas. Mais voilà, c'est rien, t'inquiète pas, tu prends ça ira mieux dans quelques heures, et puis voilà. Allez, Jean-Paul. Tu peux ouvrir un peu, Marine? Ouais, je ta tête. Ouais. Bon. Et tu vas reprendre du côté. Ouais. Tous ces skippers là qui partent faire le Vendée Globe, les routes du Rhum, la Solitaire du Figaro, ils ont absolument pas envie, c'est des battants, ils veulent pas abandonner. Absolument. Et c'est quoi ton rôle là-dedans? Si jamais tu dis stop, est-ce qu'ils doivent t'écouter obligatoirement? Alors après, c'est leur choix final, c'est à eux de le faire. Moi, mon principe, c'est d'essayer de les aider au maximum de continuer. Parfois, je fais des techniques de soins qui ne sont pas du tout orthodoxes pour tenir compte de ça, c'est-à-dire leur dire, je sais que vous avez investi peut-être 10 ans de votre vie ou 20 ans de votre vie dans ce projet, vous avez des contraintes financières et puis vous avez aussi envie de gagner. Donc moi, je suis avec vous, je vais essayer de vous emmener au maximum. Alors après, la limite, le curseur, il faut le trouver évidemment, mais pour pas aller trop loin, mais suffisamment quand même pour essayer de vous aider à aller au bout de votre projet. Ouais, donc il y a quand même un vrai rôle de psychologue là-dedans. Je pense que c'est important de les comprendre, c'est pour ça aussi que c'est important de naviguer, parce qu'on ne peut pas autrement bien les gérer. Avant, par exemple, les courses, et notamment le Vendée Globe, encore une fois, je vais à l'intérieur de tous les bateaux et je prends des photos des bateaux à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand ils vont m'appeler, je vais leur dire ou leur écrire un petit truc qui va leur montrer que je sais que tu connais bien ton sujet. Ouais. Puisque en fait, je vais leur parler de l'intérieur de leur bateau. Ah, donc oui, pour eux, c'est important parce qu'ils vont se dire, bon ben il a compris, ça y est, il est avec moi sur le bateau. Et ça, c'est important, je pense. En fait, tu as différentes casquettes, quoi. Tu es à la fois enquêteur avant qu'ils partent, sur leur profil, sur leur vie, médecin quand ils sont en mer et un peu psychologue.
Oui, je pense que de toute façon, un gars qui est tout seul en mer, il a besoin aussi, même si c'est quelqu'un qui psychologiquement est fort, quand on est en situation où il y a un accident, on est quand même, au niveau du stress, on est quand même un peu démuni. Et donc à moi d'essayer de compenser ça en leur disant, t'inquiète pas, on est peut-être loin, mais je suis quand même très près de toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le prochain Vendée Globe, Jean-Yves? Ce que je peux me souhaiter, c'est que tous les skippers arrivent en forme à l'arrivée, avec le sourire, parce qu'ils sont contents de leur aventure. Donc tu seras le médecin officiel? Je serai le médecin officiel du prochain Vendée Globe, le 9e. Voilà. Et quand on aime, on ne compte pas. Eh ben, merci beaucoup Jean-Yves. Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. On fait un virement de bord? On fait un virement de bord. Allez, c'est parti.